2001. Bon. Donc, il y a tout ça, et qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée les conditions dans lesquelles George Bush va pouvoir définir les pays arabo-musulmans comme l'axe du mal, et il l'a fait. Hein. Entre d'autres déclarations, il disait que l'islam n'était pas son ennemi, n'était pas l'ennemi, etc. Il a défini les pays arabo-musulmans comme l'axe du mal, et d'une façon générale, les analystes politiques étaient tous d'accord d'ailleurs pour dire que, en l'absence d'ennemis, en l'absence, puisque la guerre froide était terminée, puisqu'il n'y avait plus d'inimitié avec l'Union soviétique, qui d'ailleurs avait cessé d'exister, les États-Unis devaient se trouver un autre ennemi, et qui se trouvait là un autre ennemi. Bon. Donc dans ce contexte, la France, comme tous les pays d'Europe, est forcément prise dans la nécessité d'ailleurs, non seulement la nécessité, mais probablement la bonne volonté pour participer, pour être du côté de son allié, de l'OTAN, c'est-à-dire du côté des États-Unis, aux côtés de la Grande-Bretagne, etc. Ce qu'elle a été, sauf une fois, sauf au cours de la Deuxième Guerre d'Irak, où pour des raisons que certainement des gens plus versés que moi en géopolitique comprennent, que moi je ne comprends toujours pas, Villepin, qui n'est pas un aigle par ailleurs, a décidé de dire que non, la France ne participerait pas à la Deuxième Guerre d'Irak. Bon, ce qui a été fait avec panache, etc. Mais je ne vous raconte pas ce que la France a payé, parce que les Américains n'aiment pas qu'on leur dise non. La France a payé très cher, non seulement en prestige, mais non seulement en bonne volonté générale, mais il y a eu des mesures de rétorsion économique énormes. Ce qui fait que dès l'année suivante, la diplomatie française a cherché tous les moyens de se remettre bien avec les États-Unis. Bon. Or, la loi sur le foulard, elle se place dans ce moment-là. Elle se place dans un moment où, en même temps, il n'y a jamais eu autant de propagande contre le monde arabo-musulman, et aussi à un moment où la France a failli, c'est-à-dire où les Américains lui ont tapé sur les doigts en disant « vous n'êtes pas un bon allié, car vous discutez des décisions que nous avons prises. » Bon. Donc il faut faire quelque chose. Et alors je ne sais pas la part de l'un et la part de l'autre, mais certainement la disposition négative de l'ensemble des gens vis-à-vis des descendants d'immigrés musulmans, des descendants immigrés nord-africains, en fait, présumés musulmans, et vis-à-vis de l'islam, a joué pour la population. On a fait rentrer cette proposition de loi plus facilement dans leur tête, dans le même moment que, du point de vue du gouvernement, il est très possible que la nécessité de se faire pardonner sa non-participation à la guerre d'Irak ait été un des facteurs. C'est-à-dire, bon, vous voyez, on n'est pas gentil non plus avec les musulmans. C'est-à-dire il est très possible que l'interdiction du foulard ait été la petite guerre d'Irak de Chirac. C'est pas impossible du tout. C'est-à-dire qu'il ait montré sa bonne volonté à sévir contre les musulmans. On ne le saura jamais vraiment. Mais en tous les cas, voilà le contexte dans lequel cette proposition de loi prend place, c'est-à-dire dans un contexte où nous avons un facteur historique de racisme qui est très ancien, qui est surdéterminé par une histoire récente, puis surdéterminé par une histoire encore plus récente, puis surdéterminé par une histoire qui vient de se passer. Et puis par des relations de néocolonialisme, c'est-à-dire que à qui est-ce que cette loi s'applique? Elle s'applique non pas aux immigrés qui sont ex-colonisés, c'est-à-dire aux gens qui viennent d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie et qui ont été colonisés, elle s'applique à leurs enfants. Elle s'applique à leurs enfants. Or, il est clair, il est devenu clair depuis la fameuse marche dite des Beurs de 1983, que leurs enfants ne veulent pas être traités autrement que les autres Français. Mais les Français ne veulent pas les traiter de la même façon qu'eux-mêmes. Ils ne veulent pas.
Ils ne veulent pas. Ils les appellent des Français de papier. Qu'est-ce que ça veut dire des Français de papier? Ils ont des papiers français, ils ont la nationalité française, d'accord, mais ce ne sont pas des vrais Français. Et d'ailleurs, on le voit sans arrêt, la discrimination est ouverte. Elle se passe non seulement dans les journaux, mais elle se passe aussi dans les ANPE, c'est l'Agence nationale pour l'emploi, où les fonctionnaires de l'ANPE se font gentiment le relais des demandes racistes des employeurs. Et où il y a des tas de signes, que ça soit O1 ou BBR, bleu, blanc, rouge, qui veut dire, grosso modo, emploi réservé aux blancs. Blanc, c'est un mot de code aussi, ça ne veut pas dire vous pouvez être vert si vous voulez, mais ça veut dire, grosso modo, n'ayant pas l'air ni d'un noir ni d'un nord-africain. Alors, personnellement, je prends ceci comme cette mesure anti-foulard comme faisant partie des coups sur la tête que la France n'arrête pas de donner à cette population descendante d'immigrés qui veut, qui demande, qui prend la loi à partie et qui dit nous avons des droits dans la loi et nous voulons que ces droits soient appliqués, et la France leur rit au nez. Leur dit mais non, mais attendez, vous êtes des bougnoules, on vous a baptisé bougnoules, et bougnoules vous resterez. Et c'est ça qui se passe. C'est un bras de fer entre la France officielle, la France, les Français moyens, et puis cette population de Français à qui on dénie le droit d'être Français, qu'on discrimine ouvertement, qui a 4 fois plus de risques d'être au chômage à âge et à diplôme égal que des gens blancs, et qui n'acceptent pas, et qui continuent de ne pas accepter. Bon. Alors, pour finir, parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour débattre, mais pas tellement de temps, pour ma part, en tant que sociologue, j'estime que le foulard, pour moi, c'est un peu la même chose, mais en plus négatif. Enfin, plus négative. Disons que c'est une révolte moins optimiste que celle de la marche pour l'égalité de 83. C'est-à-dire, c'est une révolte dans le pessimisme, qui est grosso modo, ah bon, vous voulez absolument qu'on soit différente, on a beau parler français, on a beau avoir notre bac, on a beau avoir des licences, etc., vous continuez à nous regarder comme si on était des étrangères, et ben on va être vraiment des étrangères. On va se mettre un voile comme ça, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu en sociologie de la déviance. C'est que si on reproche sans arrêt quelque chose à quelqu'un, quelque chose que cette personne ne fait pas, par exemple, et bien cette personne va prendre ce stigmate et le retourner. Ça s'appelle le retournement du stigmate, d'ailleurs. C'est-à-dire, on les a traités d'étrangères, on les a traités d'exotiques, elles se font étrangères, elles se font exotiques. Et de cette façon-là, elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose à la société française. Et puis aussi, c'est moins pénible, si vous voulez, de s'auto-exclure que d'être sans arrêt exclu. C'est beaucoup moins pénible psychologiquement. Donc, alors c'est vrai qu'on admire, moi j'admire souvent, toujours d'ailleurs, le courage de ces jeunes femmes qui vont dans le métro et qui subissent des regards hostiles. Elles subissent beaucoup, mais elles peuvent se dire qu'elles l'ont choisi. Ce qui n'est pas la même chose que de subir des regards hostiles quand on ne l'a pas choisi. Alors, au regard de ça, je vais vous dire en 5 minutes quelle a été la position des féministes. La position des féministes a été, à mon avis, tout à fait minable. C'est-à-dire que j'ai perdu une feuille, mais je ne sais pas où elle est. Ah ben non, peut-être pas. Peut-être dans votre... Oui, sans doute. La position des féministes a été majoritairement d'appuyer cette loi sans le dire ouvertement. Mais enfin, tout en le disant ouvertement. C'est assez bizarre. Et les gens, les quelques féministes qui, comme moi, se sont élevés contre ce projet de loi, ont été ostracisés aussi, comme les jeunes filles portant le foulard, qui d'ailleurs, avec lesquelles les féministes blanches ont refusé de parler, tout simplement. Elles ont refusé de parler avec elles. Et ensuite, elles ont refusé de parler avec nous. Alors,
c'est pas elles qui ont trouvé ce slogan que le foulard était, était le symbole, et le seul ou le principal de l'oppression des femmes, mais elles se le sont appropriées beaucoup, et il n'a jamais eu moyen de discuter avec elles. C'est pour ça que quand Kitty me demande, bon, est-ce que je peux, étant donné cette expérience que nous avons, cette expérience douloureuse, parce qu'en effet, maintenant la loi est passée, et vraiment, on se demande quand et de quelle façon elle pourra être abrogée. Enfin, moi, je ne vois qu'un recours devant des juridictions internationales, mais ceci demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que je pense qu'elle est contraire aux conventions internationales que la France a signées. Donc, à moins d'un recours devant des juridictions internationales, je pense qu'une fois qu'une loi est passée, donc l'abroger, c'est très difficile. Et en revanche, pour empêcher qu'elle ne passe, eh bien, c'est extrêmement difficile à faire parce que nous n'avons pas affaire là-dedans à quelque chose de rationnel. Nous avons affaire à quelque chose de complètement irrationnel qui va trouver son chemin exactement comme l'eau trouve son chemin. Vous pouvez répéter 10 fois à un partisan de la loi que si on veut vraiment une France laïque, il faudrait commencer par supprimer l'école confessionnelle, par appliquer la loi de 1905 en Alsace-Moselle. Ça leur coule dessus comme de l'eau. Ils ne voient qu'un truc, c'est le foulard, le foulard, le foulard. Donc c'est une espèce de fixation, obsession, phobie, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, et qui est adoptée par toute une population, qui a été adoptée par toute cette population et qu'elle peut adopter, et qu'elle pourrait adopter à nouveau, si vous voulez. Cette loi a laissé, a ouvert la porte à l'expression ouverte d'un racisme qui jusqu'ici se masquait. C'était très intéressant de voir dans le tournant 2003-2004 comment les gens devenaient plus ouvertement racistes. Les conséquences du passage de la loi, c'est que les gens en demandent encore plus. Il y a des féministes qui demandent que le port du foulard soit interdit, y compris dans la rue, ce qui va mettre le gouvernement français dans une mauvaise position, parce qu'évidemment, un État qui interdit aux gens de s'habiller comme ils veulent dans la rue, je veux dire, il est sorti de l'ONU le lendemain, il est sorti de l'OTAN le surlendemain, il est sorti de l'Europe le jour d'après, enfin, dès que le télégramme arrive à Bruxelles, bon. Et bon. C'est tout simplement pas possible. Mais justement, les Français ne le savent pas. Donc personne, ce qui prouve que personne ne le leur a dit. C'est-à-dire personne ne leur a dit que les conventions internationales existaient, que les gens avaient des droits, dont le droit à la liberté d'expression, qui inclut la liberté d'expression religieuse. Il y a une espèce de tendance ou de autoritaire chez les Français qui se marque à cette occasion et que personne n'a été obligé comment dirais-je, que personne n'a senti le besoin de corriger, hein, par exemple en citant des extraits des conventions internationales. Hein. C'était quand même assez facile, mais aucun journal, aucun périodique ne s'est hasardé à dire nous sommes un pays où il existe une liberté de religion et une liberté d'expression, et donc une liberté d'expression religieuse. Alors, là, je ne vais pas parler des sophismes de la position dite féministe, qui est pour l'abolition, mais des grands thèmes qui sont donnés maintenant par cette position ultra-laïque. L'un, c'est que toutes les religions sont nocives et grosso modo devraient être abolies. Alors, il faut quand même convaincre ces gens qu'ils ont du pain sur la planche. Hein. Parce que des gens qui ont une religion dans le monde, hein, c'est quand même la majorité. C'est quand même à peu près 90% de la population mondiale. Donc, s'ils se fixent ça comme but, il faut leur dire tout de suite, mission impossible. Hein, c'est même pas la peine de commencer. Bon. Ensuite, ils vont vous dire, alors ça vous le voyez toutes les semaines dans les sites ultra-laïques français, on va dire la religion est une affaire privée. Alors la religion n'est pas une affaire privée. Si la religion était une affaire privée, ça se saurait. On aurait chacun un petit truc dans nos salles de bain, hein, un petit hôtel dans nos salles de bain. Pas du tout, on a des cathédrales immenses. Bon. La religion n'est pas une affaire privée. Aucune religion n'est une affaire privée. La religion est quelque chose qui se pratique ensemble. Bon. Et dans des endroits publics.
Voilà. Alors, les gens qui vous disent que la religion est une affaire privée, ils trouvent tout à fait normal que quand le pape arrive, on ait 3 minutes de silence. Non, je ne me rappelle plus, c'est pourquoi. Enfin, non, quand le pape meurt, on est 3 minutes de silence. Bon. Quand le pape arrive, on dépense des fortunes pour accueillir le pape. Quand un président français meurt, il est enterré religieusement, non pas une fois, mais 2 fois. Et oui, Mitterrand a été enterré 2 fois, et à chaque fois de façon religieuse. Une fois à Notre-Dame, en présence de tous les autres chefs d'État, et ça n'a pas l'air de gêner les autres chefs d'État. Ils n'arrivent pas en disant « mais excusez-moi, ici vous êtes un pays laïque, moi je ne peux pas rentrer dans une église ». Non, 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 ils y vont, ils sont au premier rang de Notre-Dame, etc. Il a été enterré une fois à Notre-Dame, une fois dans son bled dans les Landes. Bon. Tout ça, ça ne les gêne pas. Ils continuent de vous dire que la religion est une affaire privée. Bien sûr que la religion n'est pas une affaire privée. C'est une affaire si peu privée que l'État continue d'y mettre son nez. De quelle façon? D'abord en entretenant tous les bâtiments du culte et deuxièmement en organisant les manifestations du culte. Car les manifestations du culte qui ne sont pas privées, évidemment, comme les processions catholiques qui se déroulent dans la rue, ont besoin d'être organisées. C'est-à-dire que le préfet doit être au courant. Hein, le curé ne peut pas sortir de son église comme ça, suivi d'une centaine de fidèles, sans avoir prévenu personne et en bloquant la circulation, en risquant de se faire écraser. Donc, mais non, mais tout ça, mais dans n'importe quel pays, c'est comme une manifestation. Je veux dire, on prévient la préfecture, on demande la permission. Une procession, c'est la même chose. Donc, il y a un bureau des cultes qui s'occupe de ça au niveau central. Et puis ensuite, il faut téléphoner au maire, qui téléphone aux gendarmes, qui fait des cordons, etc., etc., pour que les automobilistes et la procession ne rentrent pas en collision. Bon, mais non, mais je ne comprends pas pourquoi ça vous fait rire. C'est une chose minimale de l'organisation d'un État moderne. Donc dire que l'État n'a pas à savoir de la religion, bien sûr, il a à savoir un minimum de la religion, ne serait-ce que parce que la religion, c'est des gens, c'est pas juste une idée, c'est des gens et des gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre et qui des fois organisent des sorties en groupe, comme d'autres associations, et ils ont parfaitement le droit de le faire. Bon. Donc il faut sortir de cette idée que la religion est une affaire privée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter cette idée que la religion est une affaire privée. Ben moi, quand on me dit la religion est une affaire privée, j'ai l'impression vraiment qu'on me dit que la religion, c'est exactement comme d'utiliser un bidet. C'est quelque chose d'un peu sale et qu'on doit faire dans le secret de sa salle de bain. Mais non, c'est absolument pas comme ça. C'est absolument pas comme ça. Donc il faut refuser cette idée-là. Ceci dit, moi je n'ai pas de recette miracle parce que nous n'avons pas convaincu nos compatriotes et nos compatriotes. Et donc je ne sais pas du tout quels sont les bons moyens d'arriver, comment dirais-je, à faire entendre raison à des gens qui, par exemple les Français, si vous voulez, pendant qu'ils étaient occupés, hein, il y a eu plus d'articles sur l'affaire du foulard que sur ce que Raffarin, qui était notre Premier ministre, était en train de faire à la sécurité sociale. Et pendant ce temps-là, il a démoli une bonne partie de la sécurité sociale. Il en reste encore un bout qui est debout et qui reste à démolir. Mais ce qui fascinait les Français, c'était combien de filles à foulard on allait pouvoir exclure. Et alors, il y a aussi le danger, donc je vous parlais du danger du dérapage, des gens qui veulent le faire interdire partout, mais on le voit régulièrement, et là le ministère de l'Éducation est obligé d'intervenir, c'est que les mamans des élèves qui portent le foulard et qui participent aux sorties scolaires, les proviseurs et les profs essayent de les interdire aussi. Et il y a des tas de gens comme ça qui prennent la loi dans leurs mains, qui disent puisque c'est interdit dans les écoles, c'est donc que c'est... Et ils essayent de l'appliquer ailleurs. Mais il faut bien voir que ces dérapages, ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire le foulard, c'est pas bien jusqu'à 16 ans et quand vous êtes dans une salle de classe, mais ailleurs, c'est bien. Ça, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas accepter ce genre de contradiction. Ils n'arrivent pas. Donc, ils généralisent et ils essayent de supprimer le foulard partout. Ce qui veut dire de plus en plus de persécutions, mais cette fois-ci une persécution non officielle, d'une persécution faite par les citoyens lambda vis-à-vis des femmes qui portent le foulard dans n'importe laquelle des circonstances, qu'elles viennent en tant que parents d'élèves, qu'elles soient en train de faire leurs courses dans la rue, qu'elles prennent le métro, etc. Donc, en effet, on ouvre les portes à une espèce de tentation d'une loi de lynch, hein, d'espèce de lynchage de ces concitoyennes qui ne sont justement,
qui n'étaient déjà pas vues comme des concitoyennes, mais qui sont encore moins vues aujourd'hui comme des concitoyennes. Donc je pense que c'est important aussi d'insister quand même sur la qualité de citoyenne de tous les citoyens d'un pays, mais ça dépend aussi des conditions locales, hein. C'est très, mais bon, je sais que pour les Français, c'est quasiment impossible à entendre parce que le racisme fait que c'est impossible à entendre ça. Donc je ne peux pas dire que je sois très optimiste. Tout ce que j'espère pour vous, c'est que ça ne se passera pas chez vous, c'est tout. Merci, voilà.